Nous ne nous tiendrons jamais à tes côtés. Tu pues la poudre à canon, le sang, et la sueur crasseuse. Tu es la honte de cette famille. Ce furent les derniers mots que mon père biologique m'a crachés au visage. Quelques heures seulement avant que je ne monte sur l'estrade, pour recevoir la Silver Star. Debout, au garde à vous, raide comme un piquet devant des dizaines de généraux, ma poitrine s'est serrée en regardant la rangée VIP en contrebas. Vide. Mes parents avaient jeté l'invitation dorée du Pentagone, pour aller dans le restaurant le plus cher de la ville. Ils préféraient célébrer le contrat publicitaire de ma sœur, pour des cosmétiques. Mais ces gens, qui me méprisaient depuis ce restaurant chic, n'en avaient aucune idée. J'avais offert cette chaise vide à une invitée très spéciale. Et, dans exactement 3 minutes, en direct à la télévision nationale, ce général 4 étoiles allait remettre une récompense colossale, capable de changer une vie. Il allait la remettre à la personne même qui occupait ce siège qu'il venait de rejeter avec tant d'arrogance. Exactement 1 heure plus tard, l'écran de mon téléphone clignotait sans relâche, dans l'habitacle sombre de mon pick-up. 49 appels en absence, des dizaines de SMS frénétiques. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton j'aime, et vous abonner à la chaîne. Mais ne le faites que si cette histoire résonne en vous. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Mon pouce a glissé sur le verre fissuré, appuyant fermement sur le bouton silencieux. L'éclat aveuglant des 49 appels manqués, de Robert et Evelyne, a disparu. Le silence lourd et sombre de mon camion m'a englouti à nouveau. J'ai gardé les mains à 10h10, fixant droit devant moi le volant en cuir. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas pleuré. Ils étaient en train de perdre la tête, en ce moment même. Je pouvais presque entendre la panique, à travers ces textos non lus. Ils hurlaient à propos de leurs droits, ils hurlaient sur ce qui leur était soi-disant dû. Mais leur petite crise de nerfs de ce soir n'était que pure futilité, comparée aux 5 années d'enfer que j'avais endurées, au Moyen-Orient. Pendant une demi-décennie, une tranchée inondée de boue et des barbelés en Syrie, furent ma seule adresse permanente. J'utilisais mon gilet porte-plaque en Kevlar, pesant plus de 30 kilos, en guise de couverture. Ma vingtaine n'a pas été faite de petites promenades tranquilles le week-end, de café glacé, ou de gâteaux d'anniversaire. Juste le claquement assourdissant, à vous briser la poitrine, des tirs des AK-47, qui perçaient mes tympans à 2 heures du matin. Mon sac d'assaut tactique était taché d'un brin indélébile. Il était bourré jusqu'à la fermeture éclair avec des compresses hémostatiques, des garrots tactiques, et des auto-injecteurs de morphine. Je mâchais des rations de combat au goût de carton sec, assises dans la poussière. J'avais les yeux rivés sur des lunettes thermiques, juste pour garder mon unité en vie, jusqu'au prochain lever de soleil. Mon monde tout entier s'était réduit à une mathématique très simple et brutale, traîner des Américains en sang hors de la zone de tir, avant qu'ils ne se vident de leur sang. J'ai gagné, pour ma peine, un syndrome de stress post-traumatique sévère. Le genre qui vous fait vous réveiller, avec des sueurs froides trempant vos draps, chaque fois que vous vous forcez à fermer les yeux. Le genre qui vous pousse à scruter chaque toit, quand vous sortez d'un simple supermarché, de retour au pays. Pourtant, là-bas, en plein cœur d'une zone de guerre, chaque fois que ce rare téléphone satellite captait un signal et sonnait, les voix de Robert et d'Evelyne ne contenaient jamais la moindre once de compassion humaine. Pas une seule fois. Ils ne m'ont jamais demandé si j'étais entière, jamais demandé si j'avais tous mes membres, ou si j'avais perdu quelqu'un de mon escouade cette semaine-là. Chaque appel commençait, et se terminait, par une directive financière. Je me souviens d'un appel précis. L'air du désert sentait fortement le cuivre et le carburant diesel. Nous venions de perdre un V, à cause d'un engin explosif improvisé. Mes mains tremblaient encore, littéralement couvertes de sang séché, quand le technicien des communications m'a tendu le lourd combiné en plastique. « C'est ta mère » a-t-il dit doucement. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille, m'attendant, priant, pour entendre une voix douce. Juste un moment de normalité, un point d'ancrage avec la maison. « Caitlin, le virement n'est pas passé. » C'était là toute sa salutation. Pas de bonjour. Pas de questions sur ma sécurité. Juste un aboiement sec et agacé, à propos d'une erreur bancaire. Chloé a un brunch de networking demain, et ta carte a été refusée. Règle ça immédiatement. Je suis resté là, à fixer mes bottes couvertes de boue et de sang. J'ai marmonné de vagues excuses, je lui ai dit que je contacterais la finance militaire, et j'ai raccroché. Puis,
je suis retourné directement sous la tente de triage. Ils ne demandaient pas, ils ordonnaient. Avant même que mes bottes ne touchent le sable, lors de mon premier déploiement, mes parents m'avaient pratiquement acculé, pour que je configure mon portail de paix militaire. Le moindre centime de ma prime de risque, ma prime massive de réengagement, tout était réglé pour être viré automatiquement. Directement sur leur compte bancaire commun. L'argent que je gagnais en esquivant les éclats de mortier, était retiré avec désinvolture. Il servait à co-signer le bail d'un appartement de luxe en centre-ville, pour Chloé. Chloé, l'enfant chéri, une créatrice de contenu de 24 ans, qui ne savait pas différencier l'odeur de la cordite brûlée, d'une bougie bon marché. Une fille qui piquait des crises, si son latte au lait d'avoine était mal préparé. Elle vivait dans une suite au sommet d'un gratte-ciel, entièrement bâti sur ma survie. Je me souviens d'être resté assis seul, la veille de Noël, grelottant dans un bunker en béton. J'essuyais la graisse de mon arme sur mes mains, juste pour taper un code de confirmation numérique, afin d'autoriser son chèque de loyer. Et ça ne s'arrêtait pas au loyer. Ça ne s'arrête jamais, avec les parasites. Ils m'ont harcelé pour que je paie ces cotisations mensuelles, pour un club VIP exclusif d'influenceurs. Dans les cerveaux déformés et capricieux de Robert et Evelyne, je n'étais pas une fille. J'étais un distributeur automatique de billets, une mine d'or offshore, établi strictement pour financer le faux style de vie de Chloé sur Internet. Je n'étais que le bidasse qui encaissait les balles, pour qu'elle puisse poster des photos, en prétendant avoir réussi par elle-même. Et moi, j'étais une idiote pathétique, désespérée de recevoir un peu d'amour biologique. J'ai silencieusement versé ces chèques de pétachés de sang, via le système bancaire électronique. Mois après mois, année après année. Je m'accrochais à cette croyance pathétique et désespérée, que ma soumission et mon hémorragie financière finiraient par m'acheter une seule phrase. Juste une. Nous sommes fiers de toi, Caitlin. J'avais tout faux. On ne peut pas acheter le respect de personnes qui ne vous voient que comme un portefeuille sur pattes. Mais un distributeur automatique de billets ne fonctionne, que jusqu'à ce que l'écran se brise. On ne peut donner des morceaux de soi-même, que jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus rien à prendre. Pour moi, la prise de conscience finale n'est pas arrivée dans une enveloppe. Une corde ne peut s'étirer indéfiniment avant de casser. Pour moi, ce point de rupture est arrivé un mardi après-midi, sous une chaleur écrasante. L'air était épais, chargé de l'odeur des gaz d'échappement, de cordite brûlée, et de cuivre. Nous venions tout juste de nous traîner jusqu'à la base opérationnelle avancée, après une embuscade brutale, juste à l'extérieur du périmètre. J'étais assise sur une chaise pliante en métal rigide, dans la tente médicale. Un éclat de shrapnel rebelle m'avait déchiré le biceps gauche, traçant un sillon déchiqueté. La douleur était une lourde pulsation lancinante, qui irradiait jusqu'au bout de mes doigts. Un infirmier de terrain se tenait au-dessus de moi, débouchant une bouteille d'alcool à friction. Il l'a versée directement dans la plaie béante. Le feu chimique a mordu dans mes tissus musculaires à vif. Ma mâchoire s'est verrouillée. J'ai agrippé le bord de la chaise en métal, jusqu'à ce que mes jointures deviennent toutes blanches, refusant de laisser échapper le moindre son. Pendant que l'infirmier enfonçait des compresses dans mon bras pour stopper l'hémorragie, j'ai sorti mon téléphone de mon gilet tactique, avec ma main valide. J'avais besoin d'une distraction face à cette douleur fulgurante. J'ai ouvert mon application bancaire. Je voulais calculer si j'avais une marge financière suffisante, pour payer une physiothérapie privée. Quand mon déploiement se terminerait, les médecins militaires refermeraient le trou, mais je savais que j'aurais besoin d'une rééducation privée, si je voulais un jour retrouver l'entière mobilité de ce bras. L'écran s'est chargé. Mon compte courant planait à quelques centimètres seulement du zéro. Avant même que je ne puisse assimiler l'absence de ces fonds, le lourd téléphone satellite, sur le bureau des communications à l'autre bout de la tente, s'est mis à sonner. Le technicien a décroché, a écouté une seconde, et me l'a tendu. « C'est pour toi », a-t-il dit. J'ai serré ma main droite sur la gaze ensanglantée de mon bras gauche, et je me suis approché. J'ai pressé le lourd combiné en plastique contre mon oreille. « Écoute-moi bien. » C'était Robert. Pas de salutations, pas de questions sur le déroulement de la mission. Juste un aboiement sec et exigeant. Tu dois virer $2000 sur le compte de Chloé, tout de suite. Aujourd'hui. Elle a un événement de networking de haut niveau, pour la Fashion Week, qui approche. Elle a besoin d'une nouvelle garde-robe et d'un accès VIP, si elle veut décrocher des contrats avec des marques. Je me tenais là,
dans la pénombre de la tente médicale. L'odeur de l'iode et de mon propre sang pesait lourdement dans mes poumons. Mes rangers étaient couvertes de boue séchée. Mon bras était en feu, et mon père biologique exigeait $2000, pour que ma sœur puisse siroter du champagne dans une robe de créateur. Pour la toute première fois de ma vie, j'ai senti les lourdes chaînes de la culpabilité familiale se briser complètement. Non, ai-je dit. Ma voix n'était qu'un râle plat et sans vie. Silence de mort à l'autre bout. J'ai pris un éclat d'obus dans le bras il y a 1 heure. J'ai continué à fixer le mur de toile dans le vide. Je saigne. J'ai besoin du peu d'argent qu'il reste, pour ma propre convalescence médicale. Je n'enverrai pas un centime. La ligne a grésillé, puis il y a eu une bousculade soudaine. Evelyne avait arraché le téléphone de ses mains. Quand elle a parlé, sa voix n'était pas celle d'une mère. C'était une lame, trempée dans du pur venin, enfoncée directement dans le combiné. « Comment oses-tu être aussi égoïste » a-t-elle hurlé. Le haut-parleur grésillait sous le volume de sa rage. « Tu dois envoyer cet argent. » Chloé a une image publique à maintenir sur les réseaux sociaux. Elle construit une vraie carrière. Pourquoi aurais-tu besoin d'argent, là-bas dans la poussière? J'ai fermé les yeux. Les pulsations dans mon bras se synchronisaient parfaitement avec les battements de mon cœur. Je sauve des vies, mère. Elle a laissé échapper un petit rire vicieux, un son de pur dégoût. Ton travail est sale, a-t-elle sifflé. Tu passes ton temps à ramper dans la boue et le sang. Personne ne te regarde. Chloé est mannequin. Elle a besoin d'un capital pour naviguer dans la haute société. Pourquoi te soucies-tu de garder de l'argent? Ce n'est pas comme si tu avais une vie pour laquelle t'habiller de toute façon. Tu vas juste finir couverte de terre. Quoi qu'il arrive. Je n'ai pas hurlé en retour. Je n'ai pas essayé d'expliquer la valeur, de tirer un gamin de 18 ans hors d'un V en feu. On ne peut pas expliquer la valeur de la vie humaine à un parasite. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, j'ai tendu un doigt taché de sang, et j'ai appuyé sur le bouton rouge. La ligne a été coupée. J'ai rendu le téléphone au technicien, je suis retourné m'asseoir sur la chaise en métal, et j'ai dit à l'infirmier de finir de me recoudre. Moins d'1 mois plus tard, la réalité brutale de leur sentiment de supériorité m'a explosé en plein visage. Il était passé minuit. Le vent du désert hurlait à l'extérieur des murs en béton du bunker. L'air était glacial. J'étais assise seule sur une caisse de munitions, mon fusil M4 posé sur mes genoux. Je faisais défiler Instagram, laissant ce flux d'images insensées me maintenir éveillé pendant mon tour de garde. Une nouvelle photo est apparue. Le compte de Chloé. Elle se tenait au milieu d'une allée immaculée et pavée, de retour aux États-Unis. Elle portait un manteau de créateur hors de prix, un sourire suffisant plaqué sur le visage. Dans sa main, elle brandissait un jeu de clés brillantes. Garé juste derrière elle, se trouvait un Mercedes classe G flambant neuf. L'encadrant de chaque côté, se tenaient Robert et Evelyne. Ils souriaient de toutes leurs dents, fixant l'appareil photo avec une fierté débordante. La légende disait, le travail acharné paie. Béni d'avoir une famille qui soutient mes rêves. J'ai fixé l'éclat aveuglant de l'écran. Un SUV de luxe à $140 000. Je connaissais leur situation financière. Robert était un fainéant. Evelyne dépensait tout ce qu'il ramenait pour sauver les apparences. Il n'y avait absolument aucun moyen, pour qu'ils aient les liquidités nécessaires pour ce véhicule. Mon entraînement au renseignement militaire a pris le relais. J'ai posé mon fusil. Je me suis connecté à une base de données sécurisée de dossiers publics, et j'ai extrait les récentes alertes de surveillance de crédit, liées à l'adresse de mon domicile. Il m'a fallu moins de 3 minutes pour trouver la trace écrite. Ils avaient contracté une 2e hypothèque. Ils s'étaient rendus dans une banque, avaient remis les titres de propriété de leur maison, et avaient signé une énorme ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Un prêt prédateur, avec un taux d'intérêt exorbitant. Ils avaient liquidé la valeur de leur propre maison, et déversé chaque centime de cette dette toxique dans un véhicule de luxe. Tout cela, juste pour que Chloé puisse jouer le rôle d'une riche influenceuse, devant ses faux amis. Et ils l'avaient fait avec une confiance absolue. Pourquoi? Parce qu'ils partaient du principe que mes virements militaires automatiques couvriraient les mensualités écrasantes. Ils avaient parié leur maison, sur ma prime de risque. Je suis resté assise seule dans l'obscurité, écoutant le vent secouer violemment la lourde porte en acier du bunker.
Le froid s'infiltrait à travers mes bottes. La dernière et pathétique goutte de loyauté biologique qu'il me restait pour ces gens, s'est évaporée dans l'air glacial. Je n'ai pas versé une larme. Je n'ai pas ressenti la moindre once de chagrin. Je me suis simplement réveillé. J'ai ouvert le portail du ministère de la Défense sur mon téléphone. J'ai fixé la liste des virements actifs. Les transferts automatiques qui payaient le loyer en centre-ville de Chloé. Les transferts qui finançaient son club VIP. Les transferts qui nourrissaient le compte commun de Robert et Evelyne. Avec la précision froide et mécanique d'un démineur désamorçant une bombe, j'ai commencé à tapoter sur l'écran. Annulé. 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 J'ai navigué jusqu'à mon dossier personnel. J'ai ouvert la liste des bénéficiaires en cas d'urgence. J'ai surligné Robert Watts et Evelyne Watts. Supprimé. J'ai sectionné chaque artère financière me reliant à cette maison toxique. J'ai verrouillé le système, redirigeant chaque centime de ma paie de combat vers un compte d'épargne crypté, à haut rendement, auquel j'étais la seule à avoir accès. J'ai éteint l'écran du téléphone. Le bunker s'est retrouvé plongé dans le noir absolu. Il venait de signer un arrêt de mort financier pour une voiture de luxe, et je venais de couper les fils de leur parachute. Le verrouillage de mon compte bancaire venait à peine d'être enregistré dans le système, que mon téléphone s'est mis à vibrer violemment contre la caisse de munitions en métal. Texto après texto, ils illuminaient le bunker obscur. Pas des questions, des insultes. Des messages vicieux et frénétiques de Robert et Evelyne, exigeant de savoir pourquoi le chèque de loyer de Chloé avait été refusé. J'ai fixé l'écran lumineux alors que les notifications s'empilaient. J'ai laissé échapper un petit rire creux et sans joie. Un sourire froid a étiré le coin de ma bouche. J'ai ramassé le téléphone, je l'ai jeté tout au fond de mon sac d'assaut tactique, et j'ai fermé la fermeture éclair. Je n'ai pas tapé la moindre lettre en retour. Toute la rage, la trahison, l'injustice suffocante. Je ne l'ai pas laissé me briser. J'en ai fait une arme. J'ai enfilé mon lourd gilet porte-plaque en Kevlar. J'ai attrapé mon fusil. 10 minutes plus tard, mon unité est partie en mission, pour une opération massive de sauvetage d'otages. Il n'y avait absolument aucune place pour l'hésitation. Nous avons frappé le complexe cible juste avant l'aube. Puis, l'enfer s'est déchaîné. C'était une embuscade. Les tirs de mitrailleuses des insurgés ont transpercé les murs de boue, déchirant l'air de claquements assourdissants. Les obus de mortier pilonnaient la terre, envoyant des ondes de choc directement à travers les semelles de mes bottes. Le sol tremblait si violemment, qu'il faisait vibrer les plombages de mes dents. L'air s'est instantanément transformé en un épais brouillard suffocant, fait de terre pulvérisée, de carburant, et de cordite brûlée. Autour de moi, les soldats tombaient dans la poussière. Au lieu de plonger pour me mettre à couvert, le fer dans mon sang s'est mis à bouillir. Je me suis jeté à plat ventre, et j'ai rampé à travers la zone de mort. La terre rocailleuse m'a écorché le menton. Les balles traçantes claquaient dans l'air, à quelques centimètres de mon casque, brillant comme des frelons en colère. Je les ai ignorés. J'ai verrouillé mon regard sur un fantassin à terre, à 10 mètres de là. J'ai tendu le bras, agrippé la lourde poignée de transport en nylon au dos de son gilet, et je l'ai traîné en arrière avec toute la force que j'avais. Mes muscles hurlaient de douleur. La blessure par éclat d'obus dans mon bras gauche me brûlait, comme de l'acide pur. Je ne me suis pas arrêté. J'ai opéré avec la vitesse froide et impitoyable d'une machine. J'ai déchiré des chemises de combat. J'ai serré des garrots tactiques haut et fort, sur des membres déchiquetés, tournant le tourniquet jusqu'à ce que l'hémorragie s'arrête. J'ai appliqué des pansements thoraciques sur des plaies aspirantes, pendant que les tirs croisés ennemis déchiquetaient la terre, juste à côté de mes genoux. J'ai combattu la faucheuse au corps à corps, pendant 4 heures d'affilée. J'ai arraché 12 soldats américains en sang, de la ligne de mire, ce jour-là. 12 vies arrachées directement aux mâchoires de la mort. Plus tard dans la soirée, assise à l'arrière d'un hélicoptère d'évacuation médicale grondant, couverte du sang séché de ces inconnus, quelque chose dans ma poitrine s'est enfin apaisé. J'ai baissé les yeux sur les survivants, qui respiraient sur le sol métallique de l'appareil. J'ai regardé la poitrine d'un gamin de 19 ans se soulever et s'abaisser. Il lui manquait 2 doigts, mais il respirait. J'ai réalisé, à cet instant précis, que je n'avais pas besoin de la validation creuse et bon marché, d'une mère qui me traitait de sale. Le pouls régulier dans les veines de ces 12 hommes, était la seule validation dont j'aurais jamais besoin. Mon existence était justifiée,
par les vies que je maintenais dans ce monde. 4 jours plus tard, j'ai reçu l'ordre de rentrer au pays. Mon commandant d'unité avait personnellement contourné la chaîne de commandement habituelle. Il avait soumis mon dossier, directement aux plus hautes instances du ministère de la Défense. Je me tenais seul, dans l'immense parking écrasé de soleil du Pentagone, à Washington DC. L'air de la ville était lourd et humide. Dans ma main droite, je tenais une épaisse et lourde enveloppe. Le papier était texturé et coûteux. Un sceau en relief doré y était pressé au centre. C'était une invitation VIP. À l'intérieur, se trouvaient 2 billets au premier rang, réservés strictement aux membres de la famille immédiate. J'ai regardé le sceau doré. J'allais être décoré de la Silver Star. L'armée des États-Unis allait m'honorer en direct, à la télévision nationale. J'avais le pouvoir d'offrir à mes parents, la place ultime au premier rang, pour le plus grand accomplissement de leur fille. Mais ce n'était pas un rameau d'olivier. C'était un test. Un ultime test absolu, pour voir si les liens du sang étaient vraiment plus forts que le reste. J'avais besoin de voir s'ils pouvaient laisser de côté leur sac de luxe, leur vanité, et leur influence sur les réseaux sociaux, juste le temps d'une soirée. Pour me regarder me tenir sur une scène, que j'avais saigné pour atteindre. J'ai conduit ma voiture de location vers ce quartier de banlieue familier. Je me suis garé dans l'allée. Le moteur s'est coupé, laissant place à un silence lourd et pesant. Je suis sorti dans l'air vif. Mes lourdes bottes de combat ont heurté les marches froides en béton du Porsche. J'ai poussé la lourde porte en chêne, et je suis entré. La maison sentait les diffuseurs à la vanille hors de prix, et les plats à emporter assis. Robert et Evelyne étaient affalés sur le canapé du salon. Leurs yeux étaient rivés sur une émission de télé-réalité, diffusée sur l'immense écran plat. Des femmes à l'écran se hurlaient dessus, en tenant des verres de vin. Le contraste saisissant, entre mon monde de survie brutale, et leur monde de drame fabriqué, m'a retourné l'estomac. J'avais été déployé dans une zone de combat pendant des années. J'avais failli mourir 3 jours auparavant. Aucun d'eux n'a même tourné la tête au son de la porte d'entrée qui s'ouvrait. J'ai marché droit au milieu de la pièce. J'ai gardé la colonne vertébrale rigide, les épaules rejetées en arrière, dans la posture parfaite et inflexible d'un officier militaire. Je me suis arrêté juste devant la table basse en verre. Je n'ai pas dit bonjour. Je n'ai pas attendu qu'ils reconnaissent ma présence. J'ai levé ma main droite, et j'ai claqué la lourde enveloppe dorée sur le verre. Le claquement sec a résonné bruyamment dans la pièce, coupant net le bruit de la télévision. Robert a tressailli, surpris. Evelyne a enfin levé les yeux de l'écran, une moue de profonde irritation barrant son visage. Le ministère de la Défense me décerne la Silver Star, ai-je dit. Ma voix était complètement plate. J'ai pointé un doigt ferme sur le seau doré sur la table. Je vous veux dans ces sièges VIP, pour y assister. La lourde enveloppe dorée avait heurté la table basse en verre, avec un claquement sec. Le son a tranché les hurlements odieux provenant de l'émission de télé-réalité, qui hurlait sur l'écran de 70 pouces. Pendant une fraction de seconde, le salon est devenu complètement immobile. L'odeur entêtante des désodorisants à la vanille bon marché, rendait l'air lourd et suffocant. Je me tenais au centre exact de la pièce. Mes bottes étaient ancrées, de la largeur des épaules. Ma colonne vertébrale était une tige d'acier. Mes mains étaient jointes nonchalamment dans mon dos, dans une parfaite position de repos au garde à vous. Robert a gémi. Il a déplacé son poids lourd sur le canapé en cuir onéreux, agacé que j'ai brisé sa transe. Il s'est penché en avant, tendant une main paresseuse. Ses gros doigts ont attrapé le papier cartonné épais de l'invitation du ministère de la Défense. Il l'a ouverte. Ses yeux ont parcouru le lettrage doré en relief. 1 seconde. 2 secondes. 3. Il a laissé échapper un reniflement fort et humide. D'un petit coup de poignet, il a balancé l'invitation. L'enveloppe a glissé sur la surface lisse en verre, s'arrêtant juste au bord de la table. Elle pendait là, vacillant au-dessus du vide. Il n'a pas regardé mon bras gauche, qui était à ce moment-là enveloppé de bandages médicaux épais sous ma veste. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais de retour au pays plus tôt que prévu. Je ne vais pas gâcher mon vendredi soir, a grogné Robert, en croisant les bras sur son ventre proéminent, à m'asseoir dans un auditorium étouffant pendant 3 heures. Juste pour regarder un défilé militaire ennuyeux avec une bande de bidasses. C'est une perte de temps totale. Vous distribuez ces petites médailles à tout le monde maintenant,
juste pour remonter le moral des troupes, n'est-ce pas? Il a bâillé. Un véritable bâillement à s'en décrocher la mâchoire, face à la Silver Star. Je n'ai pas tressailli. J'ai gardé les yeux rivés sur lui, les muscles de mon visage complètement figés. Je l'analysais exactement de la même manière que j'analyserais une menace hostile dans une zone de combat. Ton père a raison, est intervenue Evelyne. Elle n'a même pas pris la peine de lever les yeux. Son regard était scotché sur l'écran aveuglant de son iPhone. Le tapotement rapide et agaçant de ses ongles en acrylique contre la vitre remplissait la pièce. La lueur de l'écran mettait en évidence les lignes tendues, lourdement chargées de botox, autour de sa bouche. En plus, notre emploi du temps est complètement plein, a-t-elle dit, avec un ton dégoulinant de suprême agacement. Je viens de passer les 45 dernières minutes à faire jouer mes relations, pour nous obtenir une table VIP au Continental, pour vendredi soir. Tu sais à quel point il est difficile d'avoir une réservation là-bas le week-end? Le Continental. L'établissement de restauration fine le plus odieusement cher du quartier d'affaires. Un endroit où les gens payaient $1000 pour un steak, juste pour pouvoir identifier le lieu sur leurs réseaux sociaux. Pourquoi, ai-je demandé. Ma voix était complètement plate, vidée de toute émotion. Evelyne a enfin levé les yeux. Ses yeux étaient écarquillés, brillant d'une fierté maniaque et fabriquée de toutes pièces, qui m'a retourné l'estomac. Parce que Chloé vient de signer son premier gros contrat avec une marque, a-t-elle annoncé, rayonnante, comme si elle parlait d'un prix Nobel. Une entreprise de maroquinerie de luxe lui envoie un sac à main en édition limitée, pour le présenter sur sa page. Tu sais à quel point elle a travaillé dur pour ça? Le networking. Les séances photos. Elle obtient enfin la reconnaissance qu'elle mérite dans l'industrie. Nous l'emmenons dîner pour fêter ça. Je me tenais là, dans le silence de mort du salon, laissant mon cerveau traiter les données brutes et non filtrées, qu'elle venait de me livrer. 12 soldats américains tirés de la terre gorgée de sang. Du shrapnel déchirant ma propre chair. L'odeur du diesel brûlé et du cuivre. Une Silver Star, décernée directement par le Pentagone. Et ils allaient sécher ça, pour un sac à main. Un sac en cuir, pour une fille de 24 ans qui piquait des crises de nerfs, si le Wi-Fi coupait. L'absurdité monumentale de la situation était si lourde, qu'elle aspirait presque tout l'oxygène de la pièce. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas demandé s'il comprenait ce qu'une Silver Star signifiait réellement. Je n'ai pas mentionné le sang, la terreur, ou les vies que j'avais maintenues en vie. On ne peut pas expliquer l'océan à une flaque d'eau. Evelyne a pris mon silence pour une insulte. Son visage s'est durci. La fierté de plastique s'est transformée instantanément en un dégoût pur et sans phare. Elle a laissé tomber son téléphone sur ses genoux. Elle s'est penchée en avant, ses yeux se rétrécissant en fente froide et haineuse. Elle m'a jaugé de la tête aux pieds, son regard s'attardant sur mes bottes de combat et ma veste tactique. Elle a pris une inspiration, et a porté le coup fatal. Nous avons des réservations au Continental. Nous ne nous tiendrons jamais à tes côtés. Tu pues la poudre à canon, le sang, et la sueur crasseuse. Tu es la honte de cette famille. Les mots planaient dans l'air, dégoulinant de venin. L'émission de télé-réalité à la télévision continuait à diffuser l'image d'une femme, hurlant sur un barman en arrière-plan. Mais dans ce salon, le silence était absolu. S'il restait la moindre once d'espoir dans ma poitrine pour ces gens, cette seule phrase l'a tué sur le coup. La colère s'est évaporée. La blessure a disparu. Le besoin désespéré et pathétique de l'amour d'une mère a été complètement consumé. Ce qui l'a remplacé, c'était une certitude glaciale, blindée comme de l'acier. Ils n'étaient pas ma famille. C'étaient des parasites. Et on ne négocie pas avec des parasites. On les extermine de son environnement. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas versé une seule larme. J'ai simplement baissé les yeux vers ces coquilles vides d'êtres humains, assis sur ce canapé hors de prix. Bon dîner, ai-je dit. Chaque syllabe était sèche, tranchante, et brutalement creuse. Je ne dérangerai plus jamais cette maison. Je n'ai pas attendu de réaction. Je ne leur ai pas donné la satisfaction d'une dispute hurlante. J'ai pivoté sur mes talons. Mes bottes ont heurté le parquet avec des bruits sourds et rythmés. Je suis sorti directement par la porte d'entrée, dans l'air glacial de la nuit. J'ai attrapé la lourde poignée en laiton, et j'ai refermé la lourde porte en chêne derrière moi. Bam. J'ai glissé ma clé dans le verrou, et je l'ai tournée.
Clic, j'ai descendu les marches en béton, l'air froid me mordant le visage. Je suis monté sur le siège conducteur de mon pick-up, j'ai enclenché la vitesse, et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Les feux arrière se sont fondus dans les rues sombres de la banlieue. Je venais de dégoupiller une grenade, et je n'allais pas rester là, pour regarder l'explosion. J'avais une vraie famille à rassembler. Le fast-food sentait la graisse rance, l'eau de javel industrielle, et le café brûlé. Il était à peine 6 heures du matin. Le soleil luttait encore pour percer le ciel gris et couvert. J'étais assis sur une banquette en vinyle craquelé, fixant la tasse en céramique ébréchée devant moi. De l'autre côté de la table poisseuse en formica, se tenait le sergent de première classe, Maya Reyes. Maya et moi avions fait 2 missions ensemble. Elle était spécialiste en logistique. Elle avait une cicatrice déchiquetée, qui descendait le long de sa mâchoire, et un cerveau qui traitait les problèmes comme un superordinateur. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste. J'ai sorti l'enveloppe dorée du ministère de la Défense. Je l'ai fait glisser sur la table. Ils ont passé leur tour, ai-je dit. Ma voix était complètement plate. J'ai annoncé la nouvelle, exactement comme je l'aurais fait pour un rapport de perte sur le terrain. Le siège est vide. Maya a pris l'épais papier cartonné. Elle n'a pas offert d'inclinaison de tête compatissante. Elle n'a pas tendu la main à travers la table, pour tapoter la mienne. C'était un soldat. Elle savait que la pitié ne servait à rien. Tant pis pour eux, a dit Maya, d'une voix grave et rocailleuse. Elle a jeté l'enveloppe sur la table. Mais nous ne laisserons pas de trou dans ta formation. Nous avons besoin d'une vraie personne dans cette chaise VIP. Quelqu'un qui a réellement gagné le droit, de te regarder recevoir cette médaille. Elle a ouvert la fermeture éclair de son sac d'assaut en toile, et a sorti un lourd Panasonic Two-Book. L'ordinateur portable militaire a heurté la table avec un bruit sourd et solide. Elle a ouvert l'écran, ses doigts volant instantanément sur le clavier. Pendant que Maya s'occupait de la logistique, j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler ma liste de contacts, au-delà des numéros bloqués de mes parents, et j'ai trouvé celui dont j'avais besoin. Martha Sullivan. Martha était la sœur aînée d'Evelyn, mais elle n'avait absolument rien en commun. Tandis que ma mère avait passé sa vie à courir après les abonnements au country club et les marques de créateurs, Martha avait passé 30 ans comme infirmière en traumatologie, dans un hôpital pour vétérans. Elle avait passé sa vie, à extraire des éclats d'obus du corps de gamins, et à tenir la main d'hommes mourants. Quand je gelais dans une tranchée syrienne, ce n'était jamais Evelyn qui prenait de mes nouvelles. C'était Martha. Chaque mois, réglé comme une horloge, un lourd colis en carton arrivait à la base avancée. À l'intérieur, je n'y trouvais jamais de babioles inutiles. J'y trouvais des compresses hémostatiques sous vide, des chaussettes en laine très épaisses, et de simples boîtes en fer blanc remplies de sablés. Elle ne m'a jamais demandé le moindre centime. Elle m'envoyait juste du matériel de survie, et de l'amour. J'ai appuyé sur appeler. 2 sonneries. Cathy. La voix de Martha est sortie du haut-parleur, éraillée et chaleureuse. En arrière-plan, je pouvais entendre le ronronnement d'une machine à laver. Tante Martha, j'ai besoin d'une faveur, ai-je dit, en gardant un ton calme. J'ai un billet VIP pour une cérémonie au Pentagone, ce vendredi. J'ai besoin de toi dans un avion pour Washington. Il n'y a eu aucune hésitation. Aucune question sur le prix du vol, aucune plainte concernant son emploi du temps. Je me fiche de ces histoires de galonnés, Cathy, a dit Martha, la voix se brisant juste un peu. Je veux juste te voir de mes propres yeux. Dis-moi à quelle heure être à l'aéroport. Un poids massif et suffocant a disparu de ma poitrine. J'ai regardé Maya de l'autre côté de la table. Elle tenait déjà sa carte American Express personnelle, lisant les chiffres pour remplir un formulaire de paiement en ligne à la hâte. Le vol est réservé, a marmonné Maya, sans quitter l'écran des yeux. Et je viens de demander l'envoi express d'une robe de soirée de cérémonie, depuis une boutique de Georgetown. Elle sera à ton appartement demain midi. 24 heures plus tard, j'ai garé mon pick-up sur le trottoir des arrivées, de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington. L'odeur du carburant d'aviation brute et des gaz d'échappement remplissait l'air humide. Les portes coulissantes automatiques en verre se sont ouvertes. Martha est sortie. Elle portait un simple manteau de laine. Dans sa main droite, elle traînait une petite valise sansonite très éraflée. C'était un bagage bon marché et cabossé. Il avait l'air minable,
comparé aux milliers de dollars de cuir de créateur, avec lesquels ma mère et ma sœur paradaient. Mais pour moi, cette valise éraflée était la chose la plus magnifique que j'ai jamais vue. J'ai mis le camion sur la position parking, et je suis sorti. Martha a lâché la valise directement sur le béton. Elle a comblé la distance qui nous séparait, et a passé ses bras autour de mes épaules. L'étreinte était à vous briser les os. Elle sentait la menthe poivrée et la lessive propre. Elle s'est reculée juste assez pour me regarder. Ses doigts calleux et vieillissants se sont levés, et ont doucement tracé le contour de la veste tactique recouvrant mon biceps gauche. Elle savait pour le shrapnel. C'était une infirmière de la VA. Elle savait exactement ce qu'une balle faisait au tissu humain. Ses yeux sont devenus rouges, se remplissant de larmes. Mais elle n'a pas craqué. « Tu es toujours debout » a-t-elle murmuré. « Je suis toujours debout » ai-je confirmé. Nous sommes retournés à mon appartement. Quand nous sommes entrés, la robe de soirée bleu marine que Maya avait commandée était parfaitement accrochée au cadre de la porte du placard. Le tissu était doux, lourd et immaculé. Ce soir-là, nous étions toutes les trois assises dans mon salon. Le contraste entre cette pièce et la maison de mes parents était saisissant. Il n'y avait pas de télé-réalité braillant sur un écran plat. Il n'y avait pas de panique frénétique à cause d'un chèque de loyer refusé. Personne n'exigeait de transfert d'argent pour maintenir un faux style de vie sur Internet. Il n'y avait que le bourdonnement bas et tranquille du réfrigérateur. Martha était assise sur le canapé avec une tasse de thé noir. Elle n'a pas parlé d'elle. Elle a juste écouté. Elle m'a regardé droit dans les yeux, pendant que je lui racontais l'embuscade. Je lui ai parlé de la poussière, du bruit, et du poids lourd des hommes que j'avais tirés de la zone de tir. Elle comprenait le prix de la Silver Star. Elle comprenait que cette médaille était forgée dans le sang. J'ai regardé Maya, appuyée contre le comptoir de la cuisine, buvant une bière. J'ai regardé Martha, assise sur mon canapé. C'était là, la vérité. La famille n'est pas une chaîne d'ADN défectueuse. La famille, ce ne sont pas les gens qui exigent une part de votre salaire, quand vous saignez dans la boue. La famille, ce sont les personnes qui lèvent leur bouclier avec vous, quand les obus de mortier commencent à tomber. Les forces étaient rassemblées. La logistique était verrouillée. Je me suis levé du fauteuil, et j'ai regardé l'horloge au mur. Il était temps. J'ai attrapé la housse à vêtements, j'ai fermé la lourde fermeture éclair en laiton, et j'ai marché vers la porte. À 19h précises, les portes massives en chaîne de l'auditorium du Pentagone se sont refermées dans un claquement. Le bruit sourd a résonné comme un coup de feu, scellant la pièce. Des centaines de généraux 4 étoiles, de hauts responsables de la défense, et du corps de la presse nationale remplissaient les sièges en velours. L'air sentait le vernis pour les tons, la laine empesée, et l'ozone des lourds systèmes d'éclairage. Les lustres géants en cristal au plafond ont baissé d'intensité pour ne plus émettre qu'une faible lueur. Au fond de la salle, une rangée de voyants rouges s'est allumée sur les caméras des chaînes de télévision. Nous étions en direct, dans tout le pays. L'atmosphère dans la pièce était incroyablement lourde, étouffante. Le général Thomas Vance s'est avancé vers le pupitre en bois. 4 lourdes étoiles en argent s'enfonçaient dans les épaulettes de son uniforme de cérémonie. Il n'a pas souri. Il n'a pas salué la foule. Il a agrippé les bords du pupitre avec ses mains épaisses et cicatrisées, et a ajusté le micro. Il n'a pas gaspillé un seul souffle en introduction polie. Il est allé droit au but, le sang, la terre, et la réalité hideuse du combat. Sa voix a tonné dans les haut-parleurs amplifiés, faisant vibrer le plancher. Il a dépeint une image brutale et impitoyable du Moyen-Orient. Il n'a pas utilisé de mots à la mode, aseptisés et politiques. Il a parlé de la chaleur étouffante, de l'odeur du diesel brûlé et du cuivre, du claquement soudain et assourdissant d'une embuscade rebelle, déchirant le calme d'un matin. Ensuite, il a prononcé mon nom. Le général Vance a lu le rapport de combat officiel à voix haute, devant la nation tout entière. Il a détaillé exactement comment les tirs de mortier ennemis avaient déchiqueté notre ligne de défense. Il m'a décrite en train de ramper au ras du sol dans une zone de mort, recevant des éclats d'obus brûlants dans le biceps, et refusant l'évacuation médicale. Il a raconté à la salle silencieuse comment j'avais tiré 12 soldats américains en sang hors des tirs croisés, bouchant leurs plaies thoraciques dans la poussière, pendant que les balles traçantes claquaient à quelques centimètres de mon casque en Kevlar. Alors que ma mère était très probablement assise, à une table éclairée à la bougie au Continental,
sirotant à 20 heures de prix et se plaignant du service, un général 4 étoiles disait au monde exactement combien de sang j'avais dû perdre, pour maintenir 12 hommes en vie. L'auditorium a explosé. Cela a commencé comme un grondement sourd, puis s'est transformé en des milliers de mains, applaudissant comme un tonnerre grondant. Absolument chaque officier dans la salle s'est mis au garde à vous. Des centaines de mains droites se sont levées, dans un salut rigide et silencieux. Le corps de la presse civile s'est bousculé pour se lever. Je me suis levé. J'ai gardé le menton parallèle au sol, les yeux fixés droit devant moi. Mon visage était un masque de discipline absolue. J'ai gravi les marches moquettées jusqu'à la scène. Mes bottes ont heurté les planches de bois, d'un pas lourd et mesuré. Le général Vance s'est éloigné du pupitre. Il a marché droit vers moi. Il tenait la Silver Star dans sa main. Ses doigts rugueux et calleux ont épinglé le métal, sur le côté gauche de la poitrine de mon uniforme de cérémonie. Le métal m'a paru glacé contre le tissu. C'était un tout petit morceau de métal, mais il portait le poids suffocant de 12 vies humaines. J'ai exécuté un salut sec. Vance me l'a rendu. J'ai fait un demi-tour impeccable. J'ai regardé la mer aveuglante des flashs d'appareils photo, et des uniformes tressés d'or. Je suis redescendu par les escaliers, complètement impassible. J'ai repris ma place au premier rang, à côté de tante Martha. Nos épaules se sont frôlées. J'ai laissé échapper un souffle lent et silencieux, et lui ai offert un petit sourire complice. Sur la scène, le général Vance est retourné au micro. Il a levé une seule main, plate, en l'air. Les applaudissements ont cessé instantanément. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. On aurait pu entendre une épingle tomber sur l'épaisse moquette. Honorer le soldat dans la boue, n'est que la moitié de notre devoir, a annoncé Vance. Sa voix résonnait contre les hauts murs, dure et inflexible. Le ministère de la Défense vient d'autoriser une toute nouvelle initiative nationale, sans précédent. Ce soir, en direct à la télévision, nous lançons officiellement le fonds de soutien de l'arrière, Homefront Support Fund. Il s'est à nouveau agrippé au pupitre. Il a regardé directement dans l'objectif de la caméra principale, les yeux brûlants d'intensité. Un soldat ne peut pas tenir la ligne, sans une arrière-garde solide comme le roc, a poursuivi Vance. Les gens qui envoient discrètement les fournitures médicales, les lettres, les prières silencieuses. Les membres de la famille qui ne demandent jamais un sou. Mais qui donnent absolument tout ce qu'ils ont pour garder nos troupes enracinées. La vraie famille n'est pas seulement une question de lignée sanguine. Ce sont les personnes qui portent le fardeau, quand l'uniforme devient trop lourd. Aujourd'hui, nous leur offrons la reconnaissance ultime. À cet instant précis, alors que le général Vance se tenait sur cette scène, je savais exactement qui regardait cette émission, sur l'écran plat géant de ce restaurant chic. Si vous avez déjà été traité comme un distributeur automatique de billets, par les personnes censées vous aimer, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous tout de suite. Laissez un « Restez fort » dans les commentaires ci-dessous. Pour que je sache que je ne suis pas seul dans ce combat. Le général Vance a ouvert un dossier en cuir noir sur le pupitre. Il est passé à la première page. Le silence dans l'auditorium s'est étiré, tendu à tel point qu'il ressemblait à une corde de piano prête à casser. Il s'est approché du microphone. Il était sur le point d'annoncer la toute première bénéficiaire, d'un fonds national de plusieurs millions de dollars. Le général Vance a ouvert le lourd dossier en cuir noir. Le logo du ministère de la Défense était gravé profondément sur la couverture. Il s'est penché d'1 centimètre de plus vers le micro. La toute première bénéficiaire du fonds de soutien de l'arrière, sa voix est tombée dans un grondement grave et rocailleux, et Martha Sullivan. À côté de moi, Martha s'est pétrifiée. Son cerveau a complètement court-circuité. Elle a arrêté de respirer. Elle est restée assise là, au premier rang, le regard vide, fixant le général 4 étoiles qui se tenait à 6 mètres de là. En une fraction de seconde, les lourdes caméras de télévision montées sur des trépieds hydrauliques ont pivoté. Le faisceau blanc et aveuglant d'un projecteur massif a transpercé l'auditorium assombri, nous clouant à nos sièges. Sur l'écran géant numérique suspendu au-dessus de la scène, le visage de Martha est apparu en haute définition. Elle avait l'air terrifiée, complètement déconcertée, et totalement dépassée par les événements. Des larmes s'accumulaient déjà dans les rides profondes autour de ses yeux. J'ai regardé l'écran géant, et un sourire très lent, très délibéré, a étiré le coin de ma bouche. J'ai tendu le bras, attrapé la main calleuse de Martha, et je l'ai doucement remise sur ses pieds.
Sur la scène, un adjudant de haut rang a surgi des coulisses. Il portait un grand et lourd document, encastré dans un épais cadre en bois de cerisier et en verre. Le général Vance l'a pris, le tenant fermement par les bords. Il a de nouveau regardé le micro. Il n'a pas résumé la récompense. Il a lu chaque mot du décret légal, à voix haute, devant le pays tout entier. Avec effet immédiat, par ordre du ministère de la Défense. Nous accordons officiellement à Martha Sullivan, les actes de propriété à vie d'une résidence au bord d'un lac. La voix de Vance a fendu le silence comme une hache de guerre. Cette propriété est entièrement subventionnée. Le fonds couvrira 100% de toutes les taxes foncières et des frais d'entretien, pour le reste de sa vie. Martha a soupiré, debout. Elle a agrippé mon avant-bras, ses ongles s'enfonçant dans le tissu de mon uniforme de cérémonie. Vance n'avait pas fini. De plus, a-t-il continué, le fonds fourni par la présente une couverture médicale VIP haut de gamme entièrement financée, accordant un accès illimité aux meilleurs établissements médicaux du pays. Et enfin, un voyage en première classe tout frais payé à travers l'Europe. Pour ses 30 années de service désintéressé envers nos vétérans à la VA, et pour avoir tenu la ligne, quand nos soldats en avaient le plus besoin. Un ensemble de plusieurs millions de dollars distribués en direct à la télévision. C'était l'apogée absolue du rêve américain. L'indépendance financière, une maison sans impôts, des soins de santé de premier ordre pour lesquels la plupart des citoyens passaient leur vie entière à se ruiner. Et chaque once de cette richesse inimaginable, venait d'être remise à une infirmière à la retraite. Une femme qui vivait dans un appartement exigu. Une femme dont le seul investissement dans ma vie, avait été d'envoyer des boîtes de sablé bon marché et des compresses médicales, dans une tranchée boueuse en Syrie. J'ai posé ma main sur le bas de son dos. Je l'ai guidé vers l'avant. Nous avons monté les marches recouvertes de moquettes rouges, jusqu'au centre de la scène. L'auditorium a de nouveau explosé. Un mur physique et assourdissant d'applaudissements s'est abattu sur nous. Le bruit était absolu. Les flashs des photographes de presse crépitaient en succession rapide, transformant la pièce en un stroboscope chaotique. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Martha. Elle a atteint le centre de la scène. Le général Vance s'est avancé. Il ne l'a pas salué. Il a légèrement incliné la tête, un geste de respect profond et sincère. Il a attrapé sa main droite, l'a serré fort, et lui a tendu le lourd cadre en merisier. Martha est restée là, serrant le cadre en bois contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un bouclier. Les flashs des appareils photo rebondissaient sur la vitre. Je me tenais au premier rang, applaudissant à tout rompre. Ma posture était rigide. Mon visage était un masque de fierté stoïque. Mais sous mes côtes, une vague électrique massive de pure satisfaction sombre, traversait mon sang. J'ai levé les yeux vers l'écran géant. J'ai regardé le gros plan du visage rayonnant de Martha, trempé de larmes. Et je savais avec une certitude mathématique absolue. Je savais exactement où se trouvaient Robert, Evelyne et Chloé, à cette seconde précise. Ils étaient assis dans la salle à manger tamisée et prétentieuse du Continental. Ils étaient probablement à la moitié d'une bouteille de vin à $300, en train de célébrer l'obtention gratuite d'un sac à main en cuir. Et, installé juste au-dessus du bar en acajou hors de prix de ce restaurant, se trouvait un immense téléviseur à écran plat. Je savais qu'ils regardaient. Je savais que les chaînes de télévision avaient fait la promotion de cette cérémonie au Pentagone toute la semaine. Je savais que, quelque part dans ce restaurant chic, Robert avait levé les yeux de son steak coûteux. Je savais qu'Evelyne avait lâché son iPhone. Je savais que la mâchoire de Chloé s'était décrochée. Ils étaient assis dans un restaurant qu'ils ne pouvaient pas se permettre, se noyant sous les dettes à taux d'intérêt élevés d'un prêt prédateur, contracté pour un SUV de luxe. Ils avaient parié tout leur avenir financier, sur ma prime de combat. Ils m'avaient traité de crasseuse. Ils m'avaient traité de honte de la famille. Et maintenant, ils étaient forcés de regarder l'armée des États-Unis, remettre des millions de dollars en biens immobiliers, en soins de santé et en voyages de luxe, à la sœur qu'ils méprisaient. Ils regardaient Martha Sullivan recevoir, exactement, le style de vie de la haute société qu'ils avaient passé leur vie entière et pathétique à essayer de simuler. C'était une frappe nucléaire diffusée sur les ondes. J'ai arrêté d'applaudir. J'ai baissé les mains. Les lourdes clés en laiton dans ma poche pressées contre ma cuisse. La cérémonie était terminée, mais la guerre venait tout juste de franchir les barbelés. Il était presque 23 heures quand la cérémonie s'est officiellement terminée. J'ai raccompagné Martha jusqu'à mon pick-up.
Elle serrait toujours le lourd cadran merisier contre sa poitrine, comme une bouée de sauvetage. Elle n'avait pratiquement pas prononcé un mot depuis notre départ de la scène. L'ampleur de ce cadeau immobilier et médical l'avait plongée dans un état de choc silencieux. Je suis monté sur le siège conducteur. J'ai appuyé sur le lourd bouton de contact. Le moteur du camion a rugi. Une fraction de seconde plus tard, l'écran numérique du tableau de bord s'est allumé. Il s'était synchronisé avec mon téléphone via Bluetooth. L'écran de 8 pouces s'est instantanément transformé en un panneau d'alarme clignotant en rouge. 49 appels manqués. Des dizaines de messages textes non lus s'empilaient, défilant rapidement sur la vitre. Décroche ce téléphone tout de suite. Robert. Comment oses-tu donner une maison à cette vieille sorcière? Evelyne. Tu as gâché mon dîner, rappelle le général. Chloé. Ils avaient vu l'émission. Le choc de voir des millions de dollars leur filer entre les doigts avait instantanément muté en une pure et violente désespérance. J'ai regardé l'écran lumineux. Je n'ai pas ressenti la moindre once de stress. J'ai tendu la main, et j'ai appuyé sur le bouton physique du mode silencieux, sur la console. Le bruit numérique frénétique s'est arrêté. J'ai passé la marche avant. J'ai pris mon temps, roulant exactement à la limite de vitesse, pour déposer Martha dans un hôtel haut de gamme de Georgetown. Je me suis assuré qu'elle était enregistrée, en sécurité et à l'aise. Leur panique n'était que pure futilité pour moi. Qu'ils pourrissent un peu dedans. Il était près de minuit, quand je me suis enfin garé dans le parking de mon immeuble. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon étage. Les portes métalliques se sont ouvertes. Je me suis figé sur place. Planté en plein milieu de l'étroit couloir moquetté, se trouvait une barricade humaine. Robert, Evelyne et Chloé. Ils bloquaient complètement le passage vers ma porte d'entrée. C'était une vue pathétique et absurde. Chloé portait toujours une robe de soirée rouge vive très moulante, serrant ce sac à main de créateur en édition limitée dont elle s'était tant vantée. Son maquillage était légèrement bavé, son visage déformé par une grimace de jalousie hideuse. Robert faisait les 100 pas sur la moquette bon marché du couloir, tel un animal en cage. Il transpirait abondamment à travers sa chemise de ville. Evelyne se tenait au centre, fixant les portes de l'ascenseur, les yeux écarquillés par une frénésie maniaque et obsessionnelle. Ils avaient abandonné leur dîner à $1000 au Continental. Ils avaient traversé la ville en trombe dans leurs vêtements de soirée. Ils s'étaient introduits illégalement dans mon immeuble, et guettaient devant ma porte. Pas pour me féliciter pour la Silver Star. Pas pour me demander des nouvelles de mon bras. Ils étaient là pour voler une maison. À la seconde où je suis sorti de l'ascenseur, l'embuscade a commencé. Où étais-tu passé, a hurlé Evelyne. Sa voix a rebondi durement sur le plafond bas. Elle s'est jetée en avant, réduisant la distance. Je n'ai pas tressailli. J'ai reculé mes épaules, adoptant une posture large et équilibrée. J'étais occupé à conduire mon invité à son hôtel, ai-je dit. Ma voix était un grondement bas et régulier. Chloé a bousculé sa mère pour passer. Elle a marché lourdement vers moi avec ses talons hauts. Elle a pointé un doigt, verni d'un rouge sang, directement vers mon visage. Tu as fait ça exprès, a hurlé Chloé. Sa voix était criarde, empestant le sentiment d'avoir tous les droits. Tu as donné un manoir au bord du lac à cette vieille femme, juste pour m'humilier. Tu as des contacts. Appelle ce général tout de suite. Appelle le Pentagone. Dis-leur que tu as fait une erreur, et fais changer le nom sur l'acte de propriété. Ce domaine appartient à cette famille. Elle a fait un pas de côté, se plantant fermement devant mon verrou. Elle a écarté les bras, bloquant la serrure avec son corps. Robert a arrêté de faire les 100 pas. Il a fait un pas lourd vers moi. Tu écoutes ta sœur, a-t-il grogné. Tu nous dois cette propriété. Tu dois ça à cette famille. Je me tenais dans le couloir, à les regarder tous les trois. C'était le fond du gouffre absolu. Un homme adulte, essayant d'intimider une vétéran de combat pour une maison qu'il n'avait pas méritée. Une sœur exigeant que je commette une fraude fédérale, pour financer sa fausse vie sur Instagram. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas gaspillé mon souffle à essayer d'expliquer comment fonctionnait le ministère de la Défense. On ne raisonne pas avec une émeute. On la brise. J'ai plongé la main dans ma poche droite. J'ai sorti mon lourd trousseau de clés en laiton. Il a fait un cliquetis métallique net.
Je me suis avancé. Je n'ai pas ralenti. Chloé a tenu bon, supposant que je m'arrêterais. Je ne l'ai pas fait. J'ai levé mon bras droit. Utilisant la force solide et conditionnée d'un soldat, j'ai poussé le côté de mon avant-bras directement dans son épaule. Je l'ai poussé violemment. Chloé a halté. Elle a trébuché sur le côté, ses talons se tordant sur la moquette. Elle a percuté violemment la cloison sèche avec son épaule, gardant à peine l'équilibre. « N'ose même pas me toucher », a-t-elle hurlé. Je l'ai ignoré complètement. Je me suis approché de la porte métallique. J'ai enfoncé la clé dans la serrure. Clic. J'ai tourné la poignée, et poussé la porte ouverte de quelques centimètres. Puis je me suis arrêté. J'ai pivoté, me plantant solidement au centre du cadre de la porte. J'ai utilisé ma propre stature, comme un bouclier de chair physique et inamovible. J'ai regardé Robert. J'ai regardé Evelyne. J'ai regardé l'enfant prodige qui se décollait du mur. Le contrat du ministère de la Défense est scellé, ai-je dit. Les mots ont frappé le couloir, comme des blocs de glace. L'encre est sèche. Il n'y a pas d'amendement. Personne ne changera le nom sur cet acte de propriété. Mes mots ont percuté Robert, comme un coup physique. On pouvait voir la seconde exacte où son cerveau a traité la réalité froide et dure du droit militaire. Un domaine de plusieurs millions de dollars était juste là, et il ne pouvait pas y toucher. C'était totalement et légalement hors de sa portée. Il a perdu la tête. Son visage a pris une couleur rouge violacée et hideuse. Il a serré les dents si fort, que j'ai pu entendre les mailles grincer dans le couloir silencieux. Il a serré sa main droite en un poing massif, a reculé le bras, et a frappé. Boum. Il a frappé le mur du couloir, juste à côté de ma tête. La cloison sèche bon marché de l'appartement s'est fissurée vers l'intérieur. Ça a fait un bruit creux et pathétique. De la poussière est tombée sur la moquette tachée. La violence fonctionne, quand on peut forcer quelqu'un à se soumettre par l'intimidation. Mais la violence physique ne peut pas briser un contrat du ministère de la Défense. Il a reculé son poing, respirant lourdement, fixant la bosse dans le mur. Ses jointures étaient éraflées en sang. Il a laissé échapper un juron fort et confus, a tourné le dos, et a titubé dans le couloir vers l'ascenseur. Le premier pilier de leur petit empire venait de s'effondrer. Voyant que la tactique de la force brute échouait, Evelyne a pivoté instantanément. C'était même écœurant à regarder. La rage venimeuse sur son visage a disparu en une fraction de seconde. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elles ont commencé à couler sur ses joues lourdement poudrées, laissant des traces sombres et désordonnées de mascara. Elle s'est jetée en avant. Avant que je ne puisse reculer, elle a agrippé mon avant-bras gauche. Ses doigts manucurés se sont enfoncés dans ma veste tactique, juste au-dessus des points de suture tout frais de la blessure par shrapnel. Une vive douleur a fulguré jusqu'à mon épaule, mais je n'ai pas grimacé. Je l'ai simplement fixé. « Caitlin, s'il te plaît » a-t-elle sangloté. Ça sonnait tellement répété, tellement, absolument faux. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. Nous sommes ton sang. Je t'ai donné la vie. Tu es censé partager tes bénédictions avec les personnes qui t'ont élevé. Nous sommes la famille. J'ai baissé les yeux sur ses mains qui agrippaient ma manche. J'ai senti la désespoir collant et moite de sa prise. Je n'ai pas ressenti une seule once de culpabilité. 5 heures plus tôt, j'étais une disgrâce sale et répugnante, qui puait le sang. Maintenant, parce qu'il y avait un actif financier massif sur la table, j'étais redevenu sa progéniture bien-aimée. J'ai retiré mon bras d'un coup sec. J'ai arraché ma veste de sa prise, rompant complètement le contact physique. Elle a trébuché d'un demi-pas en avant, sincèrement choquée que sa manipulation n'ait pas fonctionné. J'ai épousseté ma manche là où elle m'avait touché, gardant mes yeux fixés dans les siens. Evelyne ayant échoué, Chloé a pris son tour. Elle a arrêté de hurler à propos de l'acte de propriété, et a adopté son rôle préféré, la petite victime sans défense. Elle a laissé tomber son sac à main de créateur hors de prix sur le sol bon marché du couloir. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Elle a laissé échapper de forts sanglots théâtraux, qui ont résonné dans le corridor. « Tu as planifié ça » a-t-elle pleuré, sa voix étouffée derrière ses mains. « Tu as fait ça à la télévision nationale juste pour m'humilier. Mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis ce soir.
Mes amis l'ont vu. Mes sponsors l'ont vu. Tu as ruiné toute ma réputation ce soir. Tu as ruiné ma vie. Tu dois t'excuser auprès de moi tout de suite. Je l'ai simplement fixé. Une femme de 24 ans, dans une robe rouge moulante, pleurant dans le couloir d'un appartement bon marché. Exigeant des excuses d'une vétéran de combat, parce qu'une vieille infirmière a eu une maison à sa place. Le rejet de la faute. Les larmes de crocodile. Les tentatives de culpabilisation. C'était exactement le même scénario toxique qu'ils avaient utilisé, pour vider mes comptes bancaires à sec pendant 5 années consécutives. Ils me poussaient à bout, m'insultaient, et prenaient mon argent. Et à la seconde où je ripostais, ils pleuraient et jouaient les victimes, jusqu'à ce que je cède, juste pour avoir un peu de paix et de tranquillité. Plus ce soir. Ce soir, je brisais la boucle. J'ai plongé mon regard dans celui d'Evelyne. Puis j'ai regardé Chloé. Le couloir était complètement silencieux, à l'exception des faux reniflements de Chloé. J'accepte ces excuses soudaines de votre part à toutes les deux, ai-je dit. Ma voix était un grondement grave et dangereux. Evelyne a levé les yeux, s'essuyant les yeux, un bref éclair de victoire traversant son visage. Elle pensait que je cédais. Elle pensait que le distributeur automatique se rouvrait. Mais comprenez bien ceci, ai-je continué, faisant chuter la température du couloir en dessous de 0. Je ne l'accepte que pour ma propre paix. Ne vous méprenez pas. L'acceptation ne signifie pas le pardon. Et il n'y a absolument aucune chance de réconciliation. La mâchoire d'Evelyne s'est décrochée. Caitlin. Je vous interdis de me demander de l'argent à nouveau un jour, ai-je dit, la coupe en net. Votre accès à ma vie est définitivement révoqué. Je n'ai pas attendu que les cris reprennent. Je n'ai pas attendu qu'une autre fausse larme coule. J'ai fait un lourd pas en arrière dans mon appartement. J'ai attrapé la lourde poignée en laiton, et j'ai fermé la porte avec la force conditionnée d'un soldat. Bam. Le bois lourd a heurté le cadre, coupant tout ce qu'Evelyne s'apprêtait à dire. J'ai tourné le verrou 2 fois. Clic et clic. J'ai glissé la lourde chaîne de sécurité en métal en place, pour faire bonne mesure. Je me tenais là, dans l'entrée sombre de mon appartement. Le silence à l'intérieur était épais et lourd. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte, fermant les yeux. À travers l'épaisse barrière, je n'ai plus entendu de cris. La combativité avait disparu. Les fausses larmes s'étaient taries à la seconde où la porte s'était fermée. J'ai juste entendu le bruit lourd et vaincu de chaussures en cuir et de talons hauts, traînant sur la moquette, se déplaçant lentement vers l'ascenseur. 4 mois. C'est exactement le temps qu'il a fallu, pour que la réalité fasse exploser les portes de leur faux empire, sans que ma prime de combat ne soit automatiquement versée sur leur compte, le premier de chaque mois. L'hémorragie financière a été instantanée et brutale. Chloé a plafonné 3 cartes de crédit différentes en quelques semaines, juste pour essayer de maintenir sa mascarade d'influenceuse. Elle a essayé d'ouvrir de nouvelles lignes de crédit, pour couvrir ses frais de club VIP. Les banques ont jeté un coup d'œil à ses revenus inexistants, et ont tamponné le refusé. Ensuite, sont arrivés les avis de retard pour le Mercedes classe G. C'est arrivé un mardi, en plein midi. Une lourde dépanneuse à moteur diesel s'est arrêtée juste au bord du trottoir, de son complexe d'appartements de luxe en centre-ville. Le chauffeur a passé la marche arrière, les forts bips d'avertissement résonnant contre les gratte-ciel en verre. Il a abaissé la lourde fourche en acier, l'a glissée juste sous les pneus avant du SUV, et a accroché les chaînes du treuil. Le métal a cliqueté bruyamment contre le châssis. Chloé est sortie en courant du hall d'entrée, vêtue d'un peignoir en soie et de pantoufles duveteuses, hurlant à plein poumon. Elle a exigé qu'il lâche la voiture. Le gars de la fourrière, dans un gilet de haute visibilité sale, ne l'a même pas regardé. Il lui a simplement tendu un porte-bloc avec un ordre de saisie, et a actionné le levier hydraulique. Le G-Wagon s'est soulevé dans les airs. La meilleure partie, c'est qu'une demi-douzaine de ses faux amis de la haute société étaient juste là, sur le trottoir. Ils ne sont pas intervenus pour l'aider. Ils ont simplement sorti leur téléphone, et ont filmé sa crise de nerfs. Son masque de plastique s'est brisé, en entier, là, sur le béton. Robert et Evelyne ont été saisis d'une panique aveugle et totale. Ils ont essayé de me joindre. Ils n'ont pas pu. J'avais changé de numéro, bloqué leurs emails, et mis leur nom sur la liste noire à l'entrée de ma base militaire. Ils savaient qu'il valait mieux ne pas se pointer de nouveau à ma porte.
s'ils essayaient de pénétrer illégalement dans une installation fédérale, la police militaire les plaquerait face contre l'asphalte, et les embarquerait menottés avec des colliers de serrage. Ils ont essayé d'appeler des membres de la famille élargie, pour supplier qu'on leur fasse des prêts. Chacun d'entre eux leur a raccroché au nez. J'avais déjà envoyé à toute la famille l'enregistrement vidéo de la diffusion du Pentagone. Tout le monde savait exactement qui ils étaient vraiment. Avec le taux d'intérêt prédateur de la deuxième hypothèque qui les dévorait tout cru, Robert a appuyé sur le bouton panique. Il a liquidé tout son portefeuille de retraite 401K. Il a encaissé les énormes pénalités de retrait anticipé, perdant des dizaines de milliers de dollars en impôts, juste pour essayer de couvrir les dettes toxiques de Chloé. Ce n'était pas suffisant. On ne peut pas fuir un mauvais prêt hypothécaire. La banque a engagé une procédure de saisie. Robert et Evelyne ont dû vendre la maison, pour une fraction de sa valeur, avant que la banque ne s'en empare. Ils ont emballé 30 ans d'arrogance de banlieue aisée, dans des cartons bon marché. Ils ont emménagé dans une location exiguë, mal isolée, dans un code postal défavorisé à la périphérie de la ville. Maintenant, ils sont assis dans un minuscule salon, noyés sous les dettes. Forcés de regarder ma carrière décoller, de loin. Ma barrière de fer n'a pas seulement arrêté leurs abus. Elle les a nivelés financièrement. Pendant ce temps, la vraie loyauté a payé. Tante Martha a emballé sa valise éraflée, et a emménagé dans le domaine au bord du lac. La propriété est absolument impeccable. Chaque matin, elle s'assoit sur une immense terrasse en cèdre surplombant l'eau lisse comme un miroir, et boit du thé noir. Elle ne paie pas un seul centime d'impôt foncier ou de frais de copropriété. Le ministère de la Défense couvre tout. Elle porte une carte Medicare VIP de premier plan dans son portefeuille. Elle n'aura plus jamais à s'inquiéter d'une franchise médicale. Hier encore, elle a finalisé l'itinéraire pour un vol en première classe vers Rome. Quand j'ai une permission le week-end, je conduis jusqu'à la maison du lac. Je franchis la porte d'entrée, et ça sent le poulet rôti et le pain frais. Nous dînons sur la terrasse. Pas de cris, pas de demande d'argent. Juste la paix tranquille et solide d'un vrai foyer. Ma propre carrière est passée à la vitesse supérieure. Je n'esquive plus les mortiers dans la poussière syrienne. Les huiles du Pentagone m'ont promu. Je suis maintenant instructrice principale à Fort Bragg. Je passe mes journées sur les champs de tir. Le soleil de Caroline tape sur le sable. L'air sent le laiton chaud, l'huile d'arme, et la terre tassée. Je façonne la prochaine génération de médecins des opérations spéciales, leur apprenant comment extraire des corps de la ligne de tir. Je me tenais sur le champ de tir ce matin, regardant mes recrues exécuter des exercices tactiques. Mon téléphone a vibré dans mon lourd gilet. Je l'ai sorti. Un texto de Maya. Tu as gagné cette paix. On se voit au barbecue dimanche. J'ai verrouillé l'écran et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. En repensant au cauchemar de ma vingtaine, la vérité est simple. Une discipline de fer, et des limites impitoyables, ne sont pas de la cruauté. C'est l'absolu, l'unique façon de protéger sa vie, contre les parasites qui se cachent derrière une lignée sanguine commune. La famille, ce ne sont pas les gens qui exigent une part de votre salaire, quand vous gagnez enfin la médaille. La vraie famille, ce sont les personnes qui lèvent leur bouclier avec vous, quand vous saignez dans la boue. Si vous connaissez la force qu'il faut pour couper les ponts avec une famille toxique, cliquez sur j'aime, laissez un commentaire et abonnez-vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine.